Confidence, c'est l'espace où les mots se déposent sans filtre, sans masque et avec sincérité. Aujourd'hui, nous recevons Tisha qui vient partager un moment où tout a basculé. Une expérience de mort imminente vécue lors d'un accident de la route et la transformation profonde que cela a engendré. Un témoignage rare, intime, qui nous invite à regarder la vie autrement. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Tisha, bienvenue à Confidence. Merci. On est ravis de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, je suis super ravie d'être là. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux déjà te présenter, Oui. nous dire qui tu es? Je suis Tisha, je suis une artiste de Guadeloupe. Je suis aussi coach en prise de parole et également formatrice pour adultes dans la communication. Et si je dois me décrire en 2 mots, je dirais optimiste avec un brin de folie. Voilà. Un grand brin de folie. Voilà. Pour Voilà. ceux qui me connaissent, Un un gros grain de folie. C'est ça, un grand sourire. T'es toujours souriante, toi. Oui, bah écoute, la Toujours vie est déjà joviale. assez... il y a déjà des hauts et des bas comme ça, si c'est pour encore pleurer tous les jours. C'est vrai, tu as bien raison. Voilà. Alors aujourd'hui, tu viens nous faire ta confidence. Ouais. Exact. Quelle est-elle? Bah écoute, j'ai eu une expérience de mort imminente. D'accord. De ça, en 2009. En Je sais plus 2009. combien de temps, mais en 2009. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu peux, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire le jour où c'est arrivé, comment était la journée avant? Comment ça s'est passé avant que ça arrive? Comment était ta journée? Ok. C'est arrivé lors d'un accident de la route. C'était le 17 juillet 2009. Donc à l'époque, j'avais 19 ans. Et j'avais une amie en fait que je n'avais pas vue depuis 1 an qui m'a passé un coup de fil et qui m'a dit Tisha, qu'est-ce que tu fais? On va manger des agoulous sur Basse-Terre. Alors, tu me vois comme ça, mais je kiffe manger. Alors, Basse-Terre plus agoulous, c'était... Combo parfait. Exactement. Et je me suis dit, ok, ça peut être une bonne idée en plus de la revoir. Donc c'est dans l'après-midi, on s'est rejoints et on est parti en fait sur Basse-Terre. On était 3 dans la voiture. Et en fait, bien avant que ça n'arrive, bien avant que l'accident n'arrive, j'avais déjà quelques signes. C'est-à-dire, j'avais des frissons, je me sentais pas forcément bien dans la voiture. Je ne peux pas vraiment expliquer parce que c'est pas pour autant dire qu'on roulait super vite. Mais il y avait un truc qui faisait que... C'était pesant. J'avais l'impression que il y avait une atmosphère chelou. Ouais, tu vois. On a fait un premier stop. Et là, je lui ai dit à mon ami qui conduisait à l'époque, je lui ai dit, je me sens pas super bien. Tu vois, est-ce qu'on peut ralentir quand on va reprendre la route? Elle m'a dit, ouais, il n'y a pas de souci. On a repris la route. Et là, pareil, gros frisson. Mais genre, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un à côté de moi, en fait, dans la voiture. On a été récupérer une 4e fille. Elle s'est assise à côté de moi. Et là, j'ai vraiment senti comme s'il y avait une vraie présence à côté de moi. C'est vraiment chelou à expliquer comme ça, mais je sentais qu'il y avait un truc, tu vois. Et je lui dis à la conductrice, ralentis. Parce que là, je sais pas, mais je me sens pas bien, j'ai un mauvais pressentiment. Et elle m'a dit, t'inquiète, personne ne va mourir ce soir. Elle m'a dit ça direct. Dis-toi que quelques minutes après, on a eu l'accident en fait. Et je raconte ça parce que pendant cet accident, je me suis sentie hyper seule. Parce que c'est comme si je ressentais déjà le truc venir. D'accord. Et tu n'as pas pu... J'ai pas pu empêcher exactement l'impact. Et tellement je ressentais le truc venir, Mido, j'ai un ami à qui je parlais et je lui disais prie pour moi. Je lui envoyais des messages et je lui disais prie pour moi. Je suis dans une voiture, je me sens pas bien et j'arrive pas à faire la voiture s'arrêter. Donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais prie pour moi, tu vois. D'accord. Voilà. C'était quelques minutes avant. À mon avis, c'est d'autant plus difficile, oui, de
de ressentir Enfin, j'ai des frissons. De ressentir ça et d'être incapable de faire quoi que ce soit. D'être impuissante. Après, tu sais, avec du recul, je me dis que c'est comme ça que ça devait se faire, en fait. T'as beau peut-être ressentir les choses en amont, mais en même temps, à l'époque, j'avais 19 ans. Je n'étais pas forcément tournée vers mes propres ressentis. Je pensais juste que c'était juste un inconfort, tu vois. D'accord. Mais j'avais quand même ce truc-là qui me disait attention. Ok. Et donc, quand vous avez l'accident, l'impact, tu le vois arriver? Je vois tout. Je vois tout. Je vois... c'est ouf parce que c'est la première fois que j'en parle en détail comme ça, tu vois. Mais publiquement en tout cas. Je vois... j'ai le réflexe de prendre mon téléphone, de regarder l'heure. Sur l'heure, je vois 21h10. Quand je regarde l'heure, la voiture, elle dérape. On a fait un aquaplaning en fait. Et cet aquaplaning, c'était sur une ligne droite. Je ne peux pas expliquer comment. On a fait un aquaplaning, on s'est dirigé vers la voie d'en face et on a eu l'impact. Avec une autre voiture. Et en fait, moi, j'étais assise exactement où il y a eu l'impact. Tu vois. Quand on a eu l'impact, j'ai ressenti comme si je brûlais intérieurement. C'est-à-dire comme si je brûlais sur place, en fait. Et je savais que c'était comme si je savais que, voilà, Élodie, t'es morte. C'était vraiment comme si, au moment où il y a eu l'impact, j'ai senti que c'était fini. Il n'y avait plus rien. D'accord. Tu as eu l'impression de sortir de ton corps. J'étais pas encore sortie de mon corps, ouais. Mais pour moi, en fait, c'était comme si je regardais l'heure pour me dire, ok, t'es morte à 21h10. J'ai regardé l'heure, on a eu l'impact. Et c'est comme si le temps s'est figé et que en une fraction de seconde, ça s'est arrêté. C'est plus rien en fait, tu vois. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai ressenti une espèce de grosse chaleur, comme si je brûlais sur place. Et c'était tellement inconfortable qu'il fallait que je sorte de là. D'accord. Et c'est là en fait que j'ai été propulsée hors de mon corps. Donc ça, comme une espèce de... Tu vois les feux d'artifice? Ouais. Vraiment ça. Ça brûle. Voilà, exactement. C'est comme si ça condensait comme ça. Ouais. Ça combustait. Voilà. Ça brûle et ça explose. Exact. Et je suis sortie hors de mon corps. Mais je n'avais pas conscience de ça, hein, Milo. Oui. Hein. Ouais. Et là, je me suis retrouvée dans une espèce d'endroit. C'était entre notre réalité et rien. Et en fait, je flottais au-dessus de la scène, en fait. Et donc, j'ai bien vu l'accident. J'ai vu la fumée, enfin tout ce qu'il y a autour. Et en fait, j'étais en pesanteur, comme ça. Oui. Et je suis là, et je regarde la scène, et je me dis, oh, mais pourquoi les gens s'affolent comme ça? Je suis pas inquiète. Je suis juste en train de regarder la scène, tu vois? D'accord. Et là, en fait, je vois, j'entends des cris, je ressens l'odeur du bitume. J'ai une espèce de vision 360. Ouais. C'est-à-dire que je peux voir devant moi, derrière moi, en haut, en bas. Enfin, c'est pas du tout la même vision qu'on a dans notre corps, tu vois. Tu as une vision complètement détachée, en fait. J'ai une vision... oui, exactement. Et là, je sens l'odeur du bitume. J'ai les cris des personnes, en fait, qui sont dans l'accident. Je vois des gens sortir de la voiture, des gens d'en face sortir de la voiture. Et moi, je suis là, je panique pas. Je suis juste en train de regarder. Et je ne réfléchis pas. C'est ça qui est le plus impressionnant. Oui. C'est que tu vis juste la scène. Je suis juste observatrice de la scène. Tu assistes, en fait. Exactement. J'ai aucune notion du temps.
Je suis juste en train de regarder ça. Et après, je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver. Les gens commencent à paniquer. Les pompiers commencent à arriver, etc. Et là... Donc, si les pompiers commencent à arriver, ça veut dire que ça a duré longtemps. Ça a duré Parce très qu'on longtemps. sait très bien qu'entre le moment où il y a un accident et le moment où les secours arrivent, Exactement. il y a un espace-temps qui est quand même assez long. Et je peux pas te dire combien de temps ça a duré parce que je n'avais aucune notion du temps. Le temps, c'était pas important. C'était pas important. Et j'entends un pompier dire, il y a 3 victimes. Les gens, ils parlent de moi, quoi, tu vois. Et moi, là, je regarde toujours, je commence à réfléchir, je dis, mais je comprends pas. De quoi il parle? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je comprends que c'est un accident, mais je comprends pas encore que c'est moi qui suis dans la voiture, tu vois. Oui. Et là, après, une fois que j'ai entendu cette phrase-là, j'ai été propulsée autre part. J'ai été propulsée dans une espèce d'autre univers. Un autre univers, c'était de la lumière. Il n'y avait que de la lumière. C'est-à-dire que moi, j'ai pas vu le tunnel. Les gens parlent souvent de tunnel entre la vie et la mort et tout. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai vu la lumière directe, en fait, tu vois. Mais Mido, c'est comme si j'étais un tout et un rien à la fois. C'est comme s'il y avait tout et rien à la fois. C'est comme si j'étais la lumière et en même temps, j'étais pas la lumière. C'est chelou, hein? Ouais, oui. Tu comprends? Mais c'est ce que je pense qu'on appelle la source dans l'univers du développement personnel. Mais en tout cas, j'étais dans un espace lumineux rempli d'amour. Et je n'ai jamais connu un amour comme ça avant, tu vois. La lumière était amour et je me sentais hyper bien. Tu te sentais en sécurité. Tu n'avais pas de sentiment de peur ou quoi que ce soit. C'est plus que ça. C'était l'extase, tu vois. C'était vraiment le côté... how to say that? Il n'y a pas de description pour ça. Il n'y a pas d'amour comme ça sur Terre. C'est un amour en tout cas, tu te sentais bien, tu te sentais en confiance. À aucun moment, tu n'as eu peur ou... Du tout. Je savais que j'étais à ma place. C'est comme si j'étais revenue à la maison, tu vois. C'est une espèce d'amour que tu es comblé. C'est comme si tu n'as plus rien à faire. C'est comme si, tu vois, à la fin de la journée, tu as une to-do list hyper longue où tu travailles sur un projet depuis très longtemps et genre, tu as fini, tu as rayé ta dernière tâche. Et le sentiment de plénitude que tu as. D'accomplissement, ok, tout est fini, c'est bon, j'ai plus rien à faire, c'est exactement ce que j'ai ressenti là-haut. Et en même temps, je le redis, le mot c'est l'extase, tu vois, même... je sais pas si on peut le dire, il peut biper peut-être au montage, mais genre un orgasme, t'as pas ça comme ça, quoi. C'est hyper lourd, tu vois. Et je pensais que j'étais seule dans cet espace. Oui. Mais j'ai commencé à entendre une autre voix et à avoir une forme. Mais une forme qui n'était pas la mienne. Alors, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que je suis sortie de mon corps, donc mon corps était dans la voiture, inerte et tout. Mais je savais exactement qui j'étais. Je connaissais mon nom, mon prénom, mon âge, voilà. Mais j'avais pas mon corps, donc c'était comme si c'était mon esprit. Ton esprit, juste. Voilà, il n'y avait plus d'enveloppe charnelle, il y avait que... Exactement. Et j'étais une boule d'énergie. C'est très important de comprendre ça, que j'étais vraiment une espèce de boule de chaleur, tu vois, d'énergie, mais qui avait quand même une conscience. Ok? Et en face, j'ai eu une autre boule d'énergie, mais cette fois-ci qui était avec une forme vraiment comme ça, très fluide. Et qui m'a dit, bonjour Elodie, est-ce que tu es satisfaite de ta vie? J'ai dit oui, bien sûr. Je vois pas de... Déjà, je ne comprenais pas que j'étais morte. Hein. Mais j'ai dit oui, bien sûr, j'aime ma vie, bien sûr, je suis contente. La personne me dit, tu es sûre? Je dis oui. Pourquoi? Et puis là, elle me projette comme si j'étais dans un cinéma.
j'ai une espèce d'écran mental avec toutes les scènes de ma vie, en fait, qui défilaient. Mais genre à vitesse grand V, tu vois. À l'œil nu, on peut pas décrypter. Oui. Mais ça allait vitesse grand V. Et en même temps, c'est ce qui est très paradoxal, c'est que je pouvais voir chaque scène. Et ce qui m'a choquée, c'est que je pouvais ressentir les émotions de chaque personne qui était dans la scène. Donc aussi bien mes émotions que la personne en face. D'accord. Truc de ouf. Et donc, les personnes à qui j'ai pu faire du mal dans le passé, j'ai vu et j'ai ressenti ce que j'ai pu leur faire. Et là, je regarde la scène comme ça et je commence vraiment à me sentir mal, tu vois. Autant où avant, j'étais... Oui. Autant où là, j'étais en mode, ah ouais, quand même. Et la forme me dit, et maintenant, qu'est-ce que tu penses de ta vie? Et je réponds, je suis pas fière, hein. Vraiment, il y a des trucs que j'aurais pu pas faire du tout, ou mieux faire, et j'avais pas conscience que j'avais fait du mal aux gens, quoi, tu vois. Et la forme me dit, ok, très bien. Et là, elle claque et elle m'emmène autre part. Et là, je tombe sur une espèce de jardin avec plein de fleurs. Un jardin magnifique. Et je vois des espèces de boules comme ça qui flottent dans le jardin. Là, je suis contente. Je me dis, ouais, c'est génial. Oh, top et tout. Ils ont l'air bien, ils ont l'air heureux, tu vois. Et je m'arrête comme ça. Et c'est comme si on me télécharge un nouveau programme dans ma tête. Je m'entends. J'avais pas de tête. Oui. Les gens qui vont regarder cette interview vont dire, allez. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais faut suivre, les gens, faut suivre. Restez concentrés. Restez concentrés parce que voilà, j'ai pas de corps, mais j'ai en même temps une tête. Enfin, voilà. Et on me télécharge un nouveau programme comme si j'ai une connaissance absolue de tout l'univers. De tout, la métaphysique, tout en fait. Tu vois. On me télécharge ça et on me dit, vas-y, avance. Donc j'avance. Doucement. Et là, j'ai une espèce de forme qui vient devant moi et je reconnais ma grand-mère. Je reconnais ma grand-mère qui est décédée. Alors, ça s'est passé en 2009. Elle est décédée un an avant, 2008. Okay. Tu vois, 2008 ou 2007, je sais plus trop. Je la vois et là, je suis hyper contente de la retrouver. Et elle me fait stop. Et je lui dis, mais non, attends, je comprends pas, vous êtes tous heureux, c'est génial, vous êtes en train de vivre votre best life, entre guillemets. Pourquoi moi, je n'ai pas le droit d'y aller? Et là, elle claque pareil des doigts et ça me projette dans une vision où en fait, je vois mon père. Mon père qui est dans ma chambre et qui est dévasté. Ouais. En fait, tu vois déjà la réaction de ton père en apprenant ton désert. Exactement. Si toi, tu n'es plus là. Donc, en fait, tu vis, si j'ai bien suivi, parce que j'ai essayé d'être assidue, si j'ai bien suivi, en fait, tu vois plusieurs étapes. Donc, tes étapes de ta vie passée. Ouais. Tu vois d'abord l'accident, les étapes de ta vie passée, ce que pourrait être ta vie si tu meurs. Oui, en étant mort. Ta vie dans la mort, exactement, on va dire. Exactement. Et si réellement tu meurs, ce que vont vivre tes proches. C'est ça. C'est fou. C'est chaud. J'ai vu en fait, j'ai vu mon père déjà dans un premier temps dévasté. J'ai vu ma famille en larmes et tout. Et pour la première fois, j'ai commencé à réfléchir. C'est-à-dire que les seules fois où je pouvais réfléchir, c'est quand la forme me posait une question et je réfléchissais, tu vois. Mais mis à part le contact avec la forme, la première forme dont je t'ai parlé, j'avais pas... Ça servait à rien de réfléchir, puisqu'il n'y a rien à faire. Tout est ok, t'es à ta place, t'as rien à faire, t'as juste à être, tu vois. Et quand j'ai vu ma famille dans cet état, là, j'ai réellement commencé à réfléchir, à me dire, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi ils sont comme ça, alors que moi, je suis heureuse là où je suis. Je suis heureuse là où je suis.
je comprends pas, ça n'a pas de sens. Tu vois? Et en fait, j'ai commencé à ressentir une espèce de culpabilité. Ouais, mais non, mais je peux pas vivre ça, Je peux là. pas être bien et infliger être dans, ça. Vraiment. Ouais. Et voir mes parents, ma famille comme ça, en fait, ça, c'était pas possible. Et la forme qui était au départ est revenue vers moi. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Elle m'a laissé le choix. Elle m'a dit, tu veux faire quoi? J'ai dit, maman, je peux pas aller là. Dans le jardin, là, je peux pas. Elle m'a dit, ok. Elle a claqué les doigts. Et là, j'ai ressenti un déchirement, Midori. Un déchirement. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de chuter de 1 million d'étages, déjà. Ok? Ensuite, plus la lumière, parce que j'étais dans une espèce de Plus tu béatitude, t'éloignes de la lumière. exactement. Plus je m'éloigne de la lumière, et plus je commence à ressentir de la douleur. Quelque chose que je ne ressentais pas du tout en haut, tu vois. Et j'ai une espèce de... Ouais, on m'enlève T'es en train de revenir un peu à la réalité, quoi. Oui, mais j'ai pas conscience de ça encore. Mais on m'enlève de chez moi, tu vois. On m'enlève de mon bonheur, on m'enlève de tout ce qui est génial. Et je descends, je chute d'1 million d'étages et je rentre dans une espèce de trou trop étroit pour moi. En fait, je revenais dans mon corps. Mais c'était trop étroit pour moi. C'est genre... Je sentais que j'étais comme ça. J'étais pas confortable. C'était pas agréable. Alors que j'étais dans une expansion de moi, tu vois. Là, j'étais dans un truc vraiment petit, glauque, très humide. Je comprends pas et tout. Et là, je me mets à pleurer. Et je regarde autour de moi. Je me lève. Je comprends Tu te pas où lèves je réellement suis. Je me ou- lève pour de vrai. Ouais. Je comprends pas où je suis. Je vois des bouts de verre dans mes pieds. Je vois du sang. Je comprends pas. Je vois des gens paniquer, etc. Et il y a une dame qui se pose devant moi. Et elle me dit, genre, oh my god, t'es réveillée, tu vois. Et je lui dis, vous êtes qui? Alors, je vous explique. Mon nom, c'est Elodie, telle chose. J'habite tel endroit. Appelez mon père, tel... Donne tout. Elle me dit, ok. Je lui dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis pas dans mon lit? Elle me répond, ah ouais. Je lui dis, mais c'est qui ces gens-là? Elle me dit, ok. Tu viens de faire un accident, d'accord? Tu es avec des femmes dans une voiture, ce sont peut-être tes amis. Tu es à Basse-Terre. Je dis, à Basse-Terre? Je dis, à l'époque, je dis, mais ma mère, elle va me tuer. Qu'est-ce que je fais à Basse-Terre? Tu vois, en plus, un accident, enfin, le truc... complètement déconnecté. Délire, dinguerie. Et elle me dit, calme-toi et tout. Je lui dis, appelez mon père. J'appelle mon père. Mon père me dit, ok, tu es avec un tel. Je dis, ah, un tel. Je tourne ma tête et je vois en fait mon ami qui est affalé sur le volant. Et je lui dis, elle bouge pas. Il me fait, ah. Quand il m'a fait, ah, j'ai compris. Tu reviens dans ta réalité. J'ai compris que elle respire pas, quoi. Tu vois, je lui dis, elle bouge pas, elle respire pas. Il m'a dit, ah. Il m'a dit, tourne ta tête. J'ai tourné la tête, mais cette image-là, je l'ai à vie, quoi. Tu vois, j'ai fait un travail sur moi pour désensibiliser. Oui, bien sûr. Mais j'ai cette image à vie et tout. Et je lui ai dit, viens me chercher. Il m'a dit, je suis en route. Je suis en train d'arriver et tout. Mais reste calme. Mon père, reste calme. Ok? Ce que je savais pas, c'est que je me suis mise debout, comme je t'ai dit, mais j'avais une fracture au bassin. Donc mon bassin, il s'est déplacé, tu vois. Et quelques temps après, les pompiers m'ont sorti de là. Déjà, ils m'avaient déclaré, genre, victime. Donc, ils comprenaient pas comment ça se fait que tu sois debout, que tu appelles ton père, que... Ils comprennent pas. Ils me mettent dans la voiture et ils me disent, vous savez que vous sortez de loin. Et là, j'ai une espèce de béatitude qui revient, comme si c'est un effet secondaire. Alors, tu sais, quand
consommer des choses, voilà, et que tu es en mode ouh, tout va bien, je plane. tu vois la vie en rose. J'étais comme ça, tu vois, c'était vraiment, je planais. Et j'ai dit aux pompiers, vous faites le meilleur métier au monde, vous vous rendez compte? Tous les matins, vous vous levez, vous allez sauver des gens. Vous mettez votre cape, vous allez à la rencontre des gens, vous venez me sauver la vie. Je parlais comme ça. L'équipe médicale, pareil. Je félicitais tout le monde. J'étais en mode amour, 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 amour. Et le docteur est venu me voir, il m'a dit, bon voilà, vous avez une fracture au bassin. J'ai dit, ah bon? C'est génial. Ouais, j'ai dit, ah bon, j'ai une fracture au bassin, mais ok. Et donc, il m'a dit, mais il faut faire une opération. J'ai dit, ah non, je vais pas faire d'opération. Ah oui, carrément. Toi, t'étais à fond. Hein. Ah, je réalise maintenant. J'ai dit, je vais pas faire d'opération, mon corps est capable de se guérir tout seul. Elle a dit, non, votre corps n'est pas capable de... J'ai dit, si, j'ai la guérison. Je peux guérir toute seule, d'accord? Donc non, je vais pas faire d'opération. Tout va bien aller. Il m'a dit, ok, vous êtes adulte, vous avez le droit. Sachez que si vous faites ça, on peut vous mettre alité, mais ça va être très long. J'ai dit, écoutez-moi, monsieur, je respire, je suis en vie, c'est tout ce qui compte. Vous pouvez me mettre sur une planche de bois, c'est pas grave. Je vais rester là, peu importe le temps que ça prend. Dès que je vis, c'est tout. Vraiment. Il y a vraiment très... exactement, dans le monde des bisounours. Exactement. C'est exactement ça. Exactement, ma mère devenait folle. Et puis j'avais déjà 18 ans, tu vois, j'avais 19 ans à l'époque, donc j'étais majeure, donc elle pouvait... Donc, tu mes peux parents décider ne de par pouvaient toi-même. plus décider de mon traitement médical. Et donc on m'a bien fait comprendre que il fallait, ça pouvait prendre bien 2 ans pour rétablir tout ça, et on ne sait pas. J'ai dit, je m'en fous. Même si c'est 2 ans, je m'en fous. Pas grave. L'argent, c'est pas grave, on va trouver le moyen, etc. La Mido, j'ai pris 4 mois. Ah, tu t'es pas fait opérer? Non. Mais non, Ah non, mais vraiment, tu t'es vraiment pas fait pas opérer? du tout. Ah non, parce que moi, je croyais que c'était sur le moment et que après, bon, bah voilà, t'es revenu. D'accord, ok, donc tu t'es pas fait opérer. Non, je me suis pas fait opérer. Alors, je conseille pas aux gens de faire ça. Ok, disclaimer. Mais je me suis pas fait opérer. Par contre, j'avais reçu une certaine connaissance, tu vois. Et c'est comme si je savais intuitivement que c'était jouable beaucoup plus rapidement que ce qu'on me disait. Je savais en fait que T'avais confiance en ton corps? j'avais confiance exactement que ma guérison pouvait être beaucoup plus rapide que ça, tu vois. Et donc, ouais, en 4 mois, je me suis rétablie, donc j'ai réappris à m'asseoir, à marcher. C'était très difficile, je raconte ça. Oui, bien sûr. Voilà. Mais toute la période qui a Ne suivi... pas reproduire à la maison parce que Surtout pas. cette scène a Surtout été pas. faite par un professionnel. On rigole, mais vraiment, j'ai eu une équipe en or. C'était à la clinique de Choisy que j'étais. Un suivi thérapeutique excellent, un personnel soignant à l'écoute. Ça a été très important d'avoir un bon entourage pour refaire surface, tu vois. Et en vrai, j'ai vécu tout ça, mais le lendemain de l'accident, je fais juste un comeback, quand j'ai eu une première psychologue qui est venue me voir, et on a commencé à parler, je lui ai dit, j'ai vécu un truc, mais je sais pas si je peux en parler comme ça. Et j'ai commencé à lui raconter mon expérience de mort imminente. Elle m'a regardé comme ça, elle a pris des notes. Elle s'est dit, elle est tarée. Elle a dit, ouais, je sais pas si elle s'est dit qu'elle est tarée, mais elle a pris des notes. Et le soir, j'ai eu des petits cachets. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pris mes petits cachets. J'ai dit, bon, ça doit être tabou dans ce milieu, tu vois. Dans le milieu médical, ça doit être tabou. Et ce n'est que 2 ans après l'accident que j'ai eu ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Oui. Donc, c'est quoi? C'est-à-dire que les personnes qui ont vécu des gros traumas, des traumatismes, ont une espèce d'anxiété qui se développe. Et moi, mon anxiété, elle s'est développée dans le sens où je sortais plus de chez moi. J'avais plus confiance en la vie. Je voyais plus l'avenir.
Les fois où je sortais de chez moi et que j'étais passagère, j'avais l'impression que la voiture, tout le temps, elle allait vers la droite, enfin le fameux mouvement de l'accident. Je l'avais en permanence. Le bruit des tôles froissées de l'accident, je l'avais en permanence. Et en fait, je ne m'autorisais plus en fait, à vivre parce que pour moi, c'était injuste que j'avais survécu à cet accident alors que mes amis étaient décédés. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a eu 3 morts dans cet accident. Il y a eu la conductrice, la passagère qui était juste devant moi et une petite fille en face de 10 ans, tu vois. Et ça m'a achevée. Et en fait, je culpabilisais de rester en vie à l'époque en me disant, mais j'étais assise à l'endroit où il y a eu l'accident. Où il y a eu le choc. Exactement. Comment se fait-il que je n'ai aucune cicatrice et que en 4 mois, j'ai rétabli, quoi. C'était lunaire, tu vois. Et donc, c'était très difficile. Et 2 ans après, j'ai fait la rencontre d'un psychiatre. Donc, j'ai eu un suivi psychiatrique par rapport à ça. Alors, la psychiatrie, c'est un mot qui peut effrayer, mais en fait, la différence, c'est que le psychologue ne peut pas donner de médicaments, tandis que le psychiatre, oui. Mais là, en l'occurrence, je n'étais pas allée pour avoir des médicaments, c'était vraiment quelqu'un qui était spécialisé dans les traumas, donc les stress post-traumatiques liés aux accidents de la route. Ok. Et lors d'une séance, donc il faisait de l'hypnose pour désensibiliser les images, notamment l'image que j'avais de ma vie sur le volant. Il me dit, alors je lui parle et tout, et là, j'ose lui parler de cette fameuse expérience. Mais je lui donne tous les détails. Et il me regarde et me dit, je vous crois. Et là, je me suis sentie soulagée. Soulagée, mais oui, soulagée et entendue et comprise. Parce que jusqu'avant, le personnel médical, j'en avais parlé encore à d'autres psys, pareil, on ne me prenait pas vraiment au sérieux. On disait, oui, mais c'est une hallucination, tu sais, le cerveau, il fabrique... Non. Je suis une spécialiste maintenant de tout ce qui est cerveau. Oui, le cerveau fabrique, mais pas à cette hauteur, tu vois. Et il m'a dit, je vous crois. Et ce que vous avez vécu, ça s'appelle une NDE, Near Death Experience, expérience de mort imminente, EMI. Les personnes qui vivent ça ont 2 choix dans la vie. Soit elles le vivent négativement, donc elles s'empêchent de vivre. Et donc, du coup, ça donne quoi? Ça donne dépression, ça donne perdition, ça donne même folie, des fois, parce que tout ton système de croyance change. Bien sûr. Ou vous devenez quelqu'un à impact. Parce que les personnes qui vivent ça, ce sont des personnes qui ont des choses très grandes à réaliser dans la vie. Et là, je regarde comme ça, et je lui dis, mais... Merci déjà. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et il me dit, on vous a dit, là-haut, on vous a donné déjà, on vous a donné le plan. Quand il m'a dit ça, j'ai eu une espèce de flash. Et tu sais, je te dis, on m'a téléchargé un programme. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Avec toute la connaissance et tout. Mais en fait, on m'a aussi transmis tout ce qu'on, en fait, des capacités extrasensorielles. C'est-à-dire que je peux entendre ce que les gens ne me disent pas. Je peux ressentir vraiment les gens. C'est-à-dire en un clin d'œil, j'ai quelqu'un devant moi, en un clin d'œil, je sens son énergie. J'en parle librement pour la première fois parce que ça peut effrayer. Il y a beaucoup de croyances autour. On n'est pas dans du... Oui. Voilà. C'est vraiment quelque chose que je n'avais pas avant et qui s'est grave développé, tu vois. Et aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi je suis dans le coaching. Je comprends vraiment Parce mieux. Que c'est ta place. Mais girl, mais complètement. J'ai essayé d'être salariée, de rentrer dans un moule, dans un système, etc. Ça n'a pas fonctionné. À chaque fois, je me suis pris de grosses claques extrêmes. Oui, parce que ça ne te
correspondait pas. Parce que Tout ça me simplement, correspondait parce que pas. ce n'était pas toi. Parce que c'était pas moi et parce que c'était pas ma place. Parce qu'on m'avait déjà dit ce que je suis venue faire sur Terre, tu vois. Ma mission, entre guillemets. Pourquoi je suis revenue? J'étais plus là. Et donc, à chaque fois que j'essaie de sortir de ça, on me remet sur la voie en disant voilà ce que tu es venu faire. Tu es venu aider les gens, tu es venu développer les potentiels et faire en sorte que les gens puissent parler et dire ce qu'ils ont à dire. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, quand j'ai compris ce qui venait de se passer, que j'avais, grâce à ce docteur, compris ce que c'était une expérience de mort imminente, j'ai vécu 1 an sans peur. Sans peur. Donc, plus rien qui pouvait t'atteindre, plus rien ne te faisait peur. L'émotion de peur n'existait pas. Elle n'existait plus dans mon système. C'était ok, j'ai vraiment compris. Et donc je faisais. Et je me rappelle une fois, j'ai passé un entretien d'embauche avec un gros groupe. Et le gars, il me regarde, le recruteur, il me regarde. Et il me dit, il y a un truc que j'ai pas encore compris. Vous avez peur de quoi? Je le regarde dans les yeux comme ça, je lui dis, monsieur, de rien. Il me dit, comment? Je lui dis, j'ai vu la mort en face et c'est génial. Donc, j'ai plus peur de mourir. J'ai plus peur de mourir. J'ai peur de voir mes proches partir. Oui. Et tu vois, je dis même pas mourir. Pour ta personne. Oui. Parce que je sais aujourd'hui que, ayant vu ce qu'il y a après, alors je n'incite pas les gens à mourir, attention, on s'entend. Mais ayant vu ce qu'il y a après, ça a dédramatisé ça et ça me permet d'avoir un rapport à la mort qui est différent aujourd'hui et un rapport à la vie même, qui est complètement différent. Parce que je sais que, une fois que tu as terminé ce que tu as terminé, tu t'en vas en fait. Et c'est après cette période que j'ai commencé à signer en maison de disque, avoir une carrière artistique. Le truc a fait parce que j'étais sans peur, Mido. Oui, parce qu'en fait, tu pouvais aller là où tu avais envie d'aller. Exactement. Sans contrainte. Exactement. J'étais à ma place au moment où je devais être. J'étais là où je devais être au moment où je devais l'être. Et je m'écoutais. Et j'avais une relation avec le divin, avec Dieu, parce que je crois en Dieu, extrêmement puissante, tu vois. Et donc, je me réalisais pleinement dans mon expansion. Là où ça a commencé à bouger, parce que c'est pas un état que j'ai maintenu, malheureusement, c'est que les peurs des gens ont commencé à me poser. C'est quand les gens ont commencé à me donner des avis sur la façon dont je vivais, parce qu'à l'époque, j'étais dans des examens et tout, j'avais décidé que, popidop, en paquet d'école encore, la vie mérite d'être vécue, il faut que je voyage, il faut que je voie le monde, etc. Et mon entourage m'a ramené, c'est pas possible, tu es en train de foutre ta vie en l'air, sauf que je leur disais non, en fait, je suis en train de me réaliser. C'est juste que j'avais pas la moula, tu vois. Mais quand tout mon entourage a commencé à me parler, tu as 1 personne, 2 personnes, 3 personnes qui te font des interventions, qui te font t'asseoir là et te dire on comprend pas, tu as changé, tu es complètement différente. Mais ça m'a ramené en fait à mon ancienne version. Ton ancien toi. C'est ça. D'accord. Et donc du coup, maintenant que tu as expérimenté ça, tu as eu une vie pendant 1 an, c'était One Life. Ensuite, les autres t'ont dit reviens parce que tu vas trop loin. Ouais, là, tu vas trop loin. Ouais. Maintenant, comment tu arrives à tempérer ça aujourd'hui? Écoute, je me rappelle de cette expérience assez souvent maintenant. Parce que mon métier fait que je suis en permanence en face de personnes qui ont un potentiel de ouf et qui restent bloquées parce que j'ai pas confiance en moi, parce que Et en fait, ça me permet de raviver ça aussi bien en moi que chez eux, tu vois. Et l'équilibre, c'est que je peux pas vivre comme si je suis dans une espèce de bulle où tout est parfait, où il y a que de l'amour et on est en béatitude tout le temps, alors qu'en vrai, il y a des réels problèmes à gérer. Par contre,
je prends beaucoup plus vite du recul vis-à-vis des situations et je prends des décisions aussi pour ma vie radicales beaucoup plus rapidement qu'avant. Parce que je sais qu'on n'a pas le temps. Le temps est compté. Oui, le temps est compté. On ne décide pas de quand est-ce que le temps s'arrête. Parce que quand j'étais dans cette voiture, je t'ai dit en une seconde, je savais c'est bon, c'est fini. Qu'est-ce que c'est fini? Donc, je sais que je sais pas combien de temps qu'il y a sur mon sablier. Je gaspille pas mon temps. Mon temps, c'est ma valeur la plus précieuse aujourd'hui, au-delà de la vie et de ma relation avec Dieu. Tu vois? Mais dès que je perds mon temps, c'est bon. On arrête là. Parce que le temps, on peut faire énormément de choses avec. Et quand on l'utilise à bon escient, on se réalise. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle tous les matins, je me réveille aujourd'hui. Pour permettre aux autres de se réaliser et d'arrêter de perdre du temps en doutant d'eux-mêmes et en essayant de survivre. Alors qu'en vrai, en commençant à s'écouter soi, on vit quoi. D'accord. Alors moi, je suis contente que tu sois venue témoigner puisque tu as dit que tu as pris 2 ans avant de vraiment poser des mots sur ce que c'était. Et je me dis qu'il y a peut-être des gens qui ont vécu la même chose depuis peut-être plusieurs années ou alors plus récemment et qui, comme toi, pendant un certain temps, n'ont pas pu poser les mots sur ce que c'était ou ne l'ont toujours pas fait parce qu'ils n'ont pas eu en face la personne qui leur a dit bon bah voilà, c'est telle ou telle chose. Et je suis contente que tu viennes aujourd'hui parce que je suis sûre que ton témoignage va tomber à l'oreille de quelqu'un qui va peut-être se reconnaître et se dire et qui va peut-être se dire ah ben, j'ai des similitudes dans ce qu'elle dit, peut-être que je devrais creuser à ce niveau-là. On se sent extrêmement seul parce que ça vient tout changer. Ton identité, tes croyances spirituelles, ce que tu penses être capable de faire ou pas. Il y a des personnes qui vivent ça. Moi, j'ai vécu une EMI, une expérience de mort imminente positive, mais il y en a qui vivent aussi une EMI négative avec du feu, peut-être ce qu'on appelle l'enfer, mais moi, j'y crois pas. Je ne pense pas qu'il y ait... après avoir vécu ça, je ne pense pas qu'il y ait un enfer ou un paradis. Je ne pense pas non plus qu'il y ait un... Ce sont mes propos, hein, je les assume, oui, mais qu'il y a un Dieu qui est là, qui va te taper si tu as mal fait, non? Je pense que de ce que j'ai... En tout cas, moi, c'est moi qui me suis jugée. On m'a donné la possibilité. Mais je le redis, je crois en Dieu. Je crois en une source qui est plus haute que nous. Et après ça, en fait, c'est vrai que le parcours est assez difficile parce que le personnel médical n'est pas forcément formé à ça. En tout cas, à l'époque où je l'ai fait. Et même après, puisque j'ai déjà frôlé la mort plusieurs fois encore, hélas. Mais une fois, j'étais vraiment en déchocage d'urgence, donc ça partit entre la vie et la mort, bref. Et j'ai entendu une infirmière dire « Ah, ni un monde là qui sorti fait il a dit sorti fait en expérience de mort imminente. » Ça m'a choquée. Ça m'a choquée parce que quand tu sors de là, tu sais pas si tu es dans la réalité ou pas, tu n'as aucune documentation, tu n'as aucune ressource pour t'aider à comprendre. Et quand tu as un personnel en face qui se moque et qui dit « Ah, c'est un taré » ou encore lunaire et tout, ça te fait te remettre en question beaucoup toi et t'isoler, ne pas en parler même. Oui, tu te renfermes. Tu te renfermes et tu as peur qu'on te prenne pour un fou. Et tu peux pas en parler à ta famille parce que ta famille, elle a aussi des croyances aussi et même tes amis en fait, parce que je te jure que bon, ça vient vraiment tout déconstruire. Ne serait-ce que la résurrection. Par exemple. Oui. Bah, de toute façon, ça fait forcément cogiter.
moi, j'ai pas vécu ce que tu as vécu, mais juste de te l'entendre raconter et les détails que tu donnes, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir et puis à un moment, tu commences à te poser beaucoup de questions alors que je l'ai pas vécu. Donc quand tu l'as vécu, quand tu as vu, quand tu as ressenti, parce que toi tu as ressenti des choses. Donc oui, c'est sûr que ça vient tout déconstruire dans ta tête. Ouais. Et s'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui... Alors vous pouvez m'envoyer des messages si vous voulez en parler, que vous vous sentez un peu isolé. Je suis OK pour ça, ouverte à la discussion. Et je réfléchis à monter une association aussi pour ces personnes-là. C'est vrai. Je réfléchis. Faut y aller. Je réfléchis aux conséquences, surtout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle Au-delà de la limite. Et c'est une association, YANDS, c'est écrit I-A-N-D-S, qui est destinée aux personnes qui ont vécu ça. Et c'est en voyant tous les témoignages des gens que j'ai enfin pu comprendre réellement ce qui m'était arrivé et pourquoi ça m'était arrivé à moi. Pourquoi j'étais restée en vie, plutôt. Parce que j'ai fait le choix de rester en vie. Et à partir du moment où j'ai compris que c'était mon choix, ça a changé toute ma life, en fait. Voilà. D'accord. Donc, quand l'association sera montée, je te dirai, comme ça tu pourras en parler. On va balancer ça, on va laisser tout le monde découvrir ça. Exactement. Tisha, merci pour ton témoignage. Merci à toi, Mido. Merci pour... Il n'est pas trop tard. Merci pour toutes les petites infos que tu as laissées en fin d'émission pour les personnes qui sont intéressées. Et bien entendu, si vous avez des questions, si vous avez envie de discuter, n'hésitez pas à la contacter. Elle est d'une bienveillance. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, à très bientôt. À bientôt.